Salut les coureurs. Bon, regardez, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va surélever des Velux parce qu'ils ont été installés à la mauvaise pente à 20%, donc ça va pas du tout, ça fuit, ça pisse. Donc il y en a 1, 2, 3, là on est dans un garage et il y en a un quatrième chez le client. Le problème c'est qu'aujourd'hui, juste en dessous du Velux, c'est un 114-118, bah regardez, il y a une grosse Cadillac à l'ancienne Sienne. Alors comme j'ai pas envie de planter un Velux dans une Cadillac aujourd'hui, je me suis fait un petit échafaudage de Cadillac. Qui c'est qui a déjà échafaudé un V8? Regardez ça comme elle est magnifique. Regardez. Gros V8 américain. Regardez l'arrière de folie qu'elle a. On dirait la voiture à Tony Montana quand ils vont voir les Mexicains là en ville. Quand Manny il attend sur le parking en regardant les filles. Non, n'aie pas peur, reviens. Cogno. Bon, allez. On n'est pas venu pour parler de voiture. On n'est pas GMK. On n'est pas Automoto les Tintins. Regardez. On va aller monter voir ce qui se passe. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce néon menaçant là, qui va perforer la capote de la Cadillac? Regardez, c'est le client, il a mis un peu de moquette sur sa Cadillac pour pas que je l'abîme. Seulement le Velux là-haut il fait 80 kg, donc s'il tombe, il va faire crac la Cadillac. On va prendre la cacaisse. Ça. Bon les man, où on est là? Ouh, il y a du vent. Donc, toiture toute neuve. En tuile 5 fois. Donc, ça fuit partout. Donc, je suis obligé de venir sauver la baraque. Parce que les mecs, ils ont entrepris un chantier en tuile. Ils n'étaient pas du métier. Et ça donne un grand massacre, un carnaval du n'importe quoi. Donc on va voir ensemble pourquoi il faut toujours appeler des couvreurs professionnels pour faire un toit. Il faut pas appeler Bob le bricoleur, il faut pas appeler les charpentiers, ni les maçons, ni les électriciens, ni ton beau-père, parce que il y a beaucoup de gens qui appellent le beau-père. Dans toutes les familles, il y a un beau-père qui sait tout faire et au final, il sait rien faire. Donc, il faut toujours appeler un couvreur zingueur de métier. Donc, je vais vous montrer un petit peu, étape par étape, ce qui a été fait et ce qui ne va pas pour que vous compreniez la complexité du métier. Ces choses-là ne se font pas au hasard. Voilà, alors, on va commencer. Donc là, on est sur un toit. Regardez par exemple la différence de pente entre ce versant et ce versant. Donc ce versant là, c'est un toit typique de la région lyonnaise. On est sur du 30-35% de pente. Et ce toit là, on est sur du 20% tout juste. Et le problème, c'est que la tuile mécanique de ce type là, elle se pose pas à 20% de pente. Ou alors c'est vraiment le minimum de chez minimum et sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il y a des tableaux avec des zones géographiques, des expositions
des longueurs de versant, savoir s'il y a un écran, pas un écran, savoir si on les pose en joint croisé, en joint droit. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et on pose pas de la tuile sauvagement sur une toiture sans prendre en compte tous ces paramètres. Alors là, le problème de cette tuile, c'est que je vous mettrai certainement le documentation au montage. On est vraiment au minimum. On aurait pu à la limite poser cette tuile en zone 2, donc là où on est, mais vraiment en site protégé, pas exposé, et surtout pas avec une longueur telle de versant. Sur un petit versant, ça serait passé. Mais là, ce qui se passe, déjà, au-dessus de 11 mètres, on la pose plus cette tuile. Déjà, ce versant, il fait 11 mètres. Donc, on a la longueur maximale pour la pente la plus minimale qui puisse accepter cette tuile. Et en plus, en amont, on a un toit qui doit faire qui fait bien 7 mètres de rampant. Donc on a 7 mètres de rampant en plus que ces 11 mètres de rampant. Donc ce qui se passe, c'est que là, on va avoir tout un surplus d'eau qui va venir alimenter ce toit qui sera déjà bien chargé en bas de pente, avec un écoulement d'eau qui va se faire beaucoup plus doucement que si la pente était plus importante. Donc il y a quelque chose qui va pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, bon, on va pas tout refaire la toiture, hein. Vous voyez déjà, le monsieur il a déjà payé tous les travaux et c'est déjà massacré de partout. Il y a plein de choses à reprendre, donc on va essayer de sauver les meubles. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que quand on est sur une pente qui est importante, donc on va dire au-dessus de 30% de pente, certaines tuiles, comme celle-ci par exemple, peuvent se poser en joint droit ou en joint croisé, comme on veut. Ça, c'est une question uniquement esthétique. Voilà. Seulement, la pose dite en joint droit, elle est plus dangereuse que la pose en joint croisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez, là, on a une toiture qui est posée en joint croisé. Ça veut dire qu'on a posé une tuile ici, une autre à côté, et celle du dessus, elle arrive au milieu. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'eau qui va arriver ici, elle va être divisée par ces triangles, ces reliefs diviseurs. Hop, vous voyez? Et là, on va échapper la goutte, le flux d'eau, là, va échapper la rainure. Voilà. Donc, le peu de pluie qui va tomber dans la rainure, elle va se retrouver au milieu de la tuile qui va être redivisée à chaque fois sur le plat de la tuile. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus étanche que ce système de pose qui a été réalisé à joint droit. Ça veut dire que l'eau de pluie, les petites gouttelettes qui tombent, elles vont rentrer dedans et puis elles vont retomber dans la cannelure du bas qui elle-même va déjà avoir les gouttes de pluie qui vont rentrer dedans, et il va avoir un effet cumulatif. Donc sur 3, 4, 5 rangs, c'est pas dérangeant, mais au bout de 11 mètres, on va avoir une surcharge des cannelures qui va les faire déborder par l'intérieur. Regardez ce que je viens de voir. J'ai même pas fait exprès, regardez. Regardez, je soulève une tuile là. Ça, c'est ce qu'on appelle un loup. Vous voyez, elle est cassée. Et la garde d'eau, elle est cassée juste avant le recouvrement de la tuile. Donc ça, c'est une fuite qui se voit pas. Et des loups, là, il y en a de partout. Donc ça, c'est déjà un très très gros problème. Heureusement qu'il y a un écran sous toiture. Mais l'écran sous toiture est déjà mal posé sur cette toiture. Et un écran sous toiture, ça a pour fonction, en fait, si vous voulez,
Par exemple, l'hiver, quand il va neiger, avec de la neige poudreuse et beaucoup de vent, la neige va s'infiltrer par toutes les petites lumières des tuiles, à l'égout, au fêtage, je sais pas moi, sur les tuiles de ventilation, même entre ces petites interstices là. Donc ça va rentrer sous votre comble et puis ça va fondre, ça va tomber sur votre écran et puis ça va drainer l'eau jusqu'en bas de la toiture. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est que quand il neige beaucoup, les toits sont recouverts de neige avec, je sais pas moi, 20-30 cm d'épais. Et puis le soleil se lève, la chaleur de l'habitation monte, s'évacue par le fêtage en priorité. Donc tout ce qui est le plus haut va fondre en premier, tout ce qui est le plus bas va fondre en dernier. Donc tout ce qui fond en amont va être bloqué en aval par une congère, un tas de neige qui aura gelé, qui va gêner l'évacuation de l'eau et qui va provoquer des fuites. À ce moment-là, on bénéficie justement du rôle de cet écran sous toiture pour drainer les fuites d'eau jusqu'en bas de pente. Si vous avez un coup de vent, vous avez des tuiles qui s'arrachent, qui se soulèvent, qui reviennent sur le versant, qui cassent quelques tuiles, bon, le temps de faire venir un réparateur, vous n'avez pas de fuite chez vous. On a quelque chose qui est là pour secourir en cas d'urgence, pour aider un petit peu à l'étanchéité. On n'est pas là, l'écran il n'a pas pour but de pallier à une mauvaise mise en œuvre du toit. La toiture doit être réalisée de manière conforme et étanche. L'écran sous toiture n'est qu'une sécurité, d'accord? Donc là, on a vu qu'on était à peu près dans la merde. Mais je pense que ça va aller parce que là, déjà, il va falloir couper cette toiture. Il va falloir la canaliser, mettre un chenot ici pour récupérer tout l'eau de ce versant. Mettre une essence là avec un tuyau de descente qui va courir sur le toit jusqu'en bas et qui va venir se repiquer dans l'évacuation d'eau pluviale. Donc on va déjà sauver l'histoire comme ça, parce que là le surplus d'eau, tant que le toit est neuf, ça va, ça fuit pas. On a déjà essuyé des gros orages depuis un moment, ça fuit pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec les années? Avec les années, vous avez les tuiles qui se mettent à se salir, à l'image de ce toit en contrebas. Et vous voyez par exemple que, bon, je veux pas aller trop sur le toit des voisins, mais si vous voyez que dans les cannelures, au niveau des jonctions des tuiles, on a de la mousse qui se forme et qui se met déjà à obstruer le passage de l'eau. Donc dans quelques années, quand cette tuile va se charger en aspérité, se salir, c'est là où on va commencer à avoir de sérieux problèmes. Vous voyez les amis? Donc voilà, on est presque à peu près dans la merde. Mais bon, il y a quelque chose d'un petit peu plus grave et enfin d'un petit peu plus urgent aujourd'hui, c'est que les gars ont posé donc des Velux, des fenêtres de toit de type Velux. Là en l'occurrence c'est un modèle 114-118. Velux vendent leur raccord d'étanchéité. Le problème c'est que les raccords d'étanchéité ce sont des raccords dits universels ou universaux, je ne sais pas comment on dit. Et le truc c'est que ces raccords, bon, on les appelle des EW pour la rénovation ou l'EDW quand c'est des poses neuves. Et ben ces kits d'étanchéité, ils vont bien à peu près, enfin ils vont pour tout type de tuiles, mais ils vont super bien pour rien en fait. C'est quelque chose d'universel, c'est pas terrible. Et là, ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est qu'un Velux, lui, il peut absolument pas être posé à 20% de pente. Les Velux, ça se pose à 27% minimum de pente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surélever l'arrière du Velux. On va le surélever pour pouvoir lui mettre une pente minimum de 27%. Mais à ce moment-là, le kit d'étanchéité
Velux ne va plus pouvoir s'adapter à cette nouvelle mise en œuvre. On va être dans l'impossibilité d'étancher la fenêtre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en œuvre un hébergement en zinc, un entourage de Velux en zinc. Voilà. J'avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne traitant d'hébergement en zinc. Certains n'ont pas compris pourquoi, entre guillemets, je me prenais la tête à faire des entourages en zinc alors que Velux faisait leur propre raccord. Et ben, d'une part, vous voyez que aujourd'hui c'est impossible de mettre un raccord Velux, et d'autre part, même quand la pente nous donne la possibilité de poser un EDW, c'est quand même toujours moins étanche qu'un bel hébergement en zinc avec du relief sur les côtés. C'est beaucoup plus étanche, beaucoup plus durable, parce qu'un hébergement en zinc, ça va durer au-delà de la durée de la fenêtre de toit. Voilà, là on est sur du 40-50 ans. Alors que souvent, les entourages Velux, pour les couvreurs, vous savez très bien qu'on vient en reprendre énormément parce que dans le temps, ça ne dure pas. À cause des mousses qui se désagrègent, à cause du plomb de la bavette avant qui se dessertit avec le profil aluminium. Ça, c'était plus vrai sur les anciens modèles que sur les nouveaux. Voilà. Donc, hier, j'en ai déjà fait un. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Vous voyez? On voit que j'ai relevé le Velux. Je suis à au-delà de 28%. Et là, ce qu'il y a, c'est que les gars, en fait, ils viennent couper le haut des tuiles pour pouvoir poser le Velux. Donc ça supprime toutes les gardes d'eau. Sur le côté, c'est pareil, on vient supprimer toutes les gardes d'eau. Donc comme on n'a plus de garde d'eau, bah évidemment on a un joint, la tuile est coupée, puis on a un joint mastic ici. Derrière, c'est coupé, donc c'est du boulot. Déjà, on n'a pas beaucoup de dégagement là. S'il y a des feuilles, s'il y a des aspérités, on diminue fortement l'étanchéité propre aux tuiles en supprimant leur cannelure. Alors que moi, lorsque je suis sur un entourage de cheminée, je viens rien couper, je viens simplement supprimer le rang de tuiles qui aurait dû être coupé. Je viens chercher mon rang de tuiles entière. Là, je viens chercher mon rang de tuiles entière. Alors là, c'est pas fini parce qu'il y a une astuce pour faire les couvre-joints, et je ferai voir ça au petit Tintin qui aime bien piocher des astuces ici et là. Vous voyez, là c'est pareil, je supprime pas les cannelures, je viens rien couper, hein. Et là c'est pareil, la tuile qui était coupée là, je l'ai supprimée. Je suis venu me mettre, aller chercher la tuile entière qui était derrière. Vous voyez, toutes les coupes sont là. Je balance tout à la poubelle. Voilà. Donc là, on va s'attaquer ensemble à la dépose d'un nouveau Velux. On va voir ensemble dessous comment ça a été fait. On va un petit peu critiquer dans le bon sens du terme, hein. On va détailler tout ce qui a été fait pour vous faire voir justement ce qu'il ne faut surtout pas faire. L'objet de cette vidéo, c'est pas de critiquer, hein, de mettre en cause les gars qui ont fait ça. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer la différence qu'il y a entre un travail professionnel et un travail de non professionnel, d'amateur. Voilà. À savoir que le jour où vous devez comparer des devis en termes de prix, comparer ce qui est comparable. Comparer des devis de couvreurs professionnels. Renseignez-vous sur ce qui va être fait sur votre toiture, comment ça va être mis en œuvre, et demandez des explications, poste par poste, détail par détail. Normalement, un couvreur doit pouvoir prendre 1 heure avec vous, vous expliquer en détail ce qu'il va faire, appuyer son devis, appuyer de photos et d'explications. Voilà. Allez, mes petits Tintins, on va y attaquer. Je vous mets sur ma tête.